Bonjour à tous, bienvenue dans Panorama, un panorama printanier. Qui dit printemps dit aussi déconfinement. Nous déconfinons petit à petit, étape par étape, et nous pourrons bientôt arpenter sans limite le lac d'Annecy et son territoire. Un territoire que nous vous invitons à découvrir cette semaine de manière insolite ou plus traditionnelle. Nous commençons par vous emmener à bord du Cygne, l'un des bateaux de la compagnie de navigation du lac d'Annecy. Et pour en parler, je suis avec Céline Sacani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, de nous faire naviguer aujourd'hui sur ce lac. Vous êtes l'une des capitaines de la compagnie Tout à fait, oui. des bateaux. Une femme capitaine, Et oui, ça attire l'attention. Est-ce que c'est rare ou c'est plutôt commun aujourd'hui ? on va dire que c'est de plus en plus commun, mais qu'il y a encore pas mal de chemin à faire avant d'arriver à l'égalité parfaite avec mes collègues masculins. Depuis combien de temps vous êtes capitaine ? Alors j'ai passé mon permis en 1997 et je suis rentrée à la compagnie des bateaux en 1992. Pourquoi vous avez choisi de travailler avec cette compagnie-là particulièrement ? Alors à la base, moi je suis originaire d'Annecy et en 1992 j'avais 17 ans et j'ai cherché un emploi vacances et j'ai fait une demande et j'ai été recrutée à la compagnie des bateaux en tant que mousse. Donc je suis rentrée en tant que matelot à la compagnie des bateaux. Et à la fin de mes études, je suis restée en tant que matelot saisonnière. Et j'ai eu l'opportunité de passer mon permis en 1997 suite au départ d'un des capitaines. Donc c'était quelque chose que j'attendais pas, que je n'avais pas prévu, que j'ai pris au vol en me disant que voilà, il fallait tenter, pourquoi pas, quoi, on verra bien, ça me plaît pas. Et cette année, c'est ma 30e année. 30 ans à naviguer sur le lac. Exactement, oui. Il paraît que le lac est différent chaque jour. Totalement. On s'en lasse pas. On s'en lasse jamais du lac d'Annecy. Quelles que soient les saisons, les couleurs sont différentes, quelle que soit la luminosité. On découvre tous les jours des nouvelles choses au bout de 30 ans. On découvre encore des maisons, des coins de nature qu'on n'avait peut-être pas repérés les autres années. Enfin, oui, c'est toujours différent. Oui. Comment ça se passe un petit peu dernièrement avec ces confinements à répétition, ce contexte ? Comment ça se passe pour la compagnie ? Alors nous, pour la compagnie, on s'est adapté du mieux qu'on a pu. Il faut savoir qu'on fait du transport à passagers. Donc on est considéré dans le même cadre de loi que les avions, que les trains. Donc en soi, on n'avait pas réellement de restrictions de navigation. On a dû simplement s'adapter au confinement, c'est-à-dire que nous, l'essentiel de la fréquentation est touristique. Et donc, faute de déplacements touristiques ces dernières semaines, nous avons fermé tout le mois d'avril. Mais là, ça y est, vous êtes de nouveau depuis le 3 mai, on est enfin réouvert. Donc on a un départ en semaine avec le Cygne. C'est un départ au ralenti. Un départ en semaine avec le Cygne. Au ralenti, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que normalement, au mois d'avril, dans des conditions normales, à l'heure actuelle, on a 3 bateaux en navigation. On a le Cygne, on a un autre bateau style Belle Étoile Savoie également qui est en service, et le service de navette Interport. Voilà. Donc là, il y a un petit peu moins de... Exactement, là on n'a qu'un départ par jour en semaine, 4 départs le week-end. On aura un deuxième bateau en service pour le week-end de l'Ascension. Et on espère ensuite, dans les semaines à venir, pouvoir petit à petit arriver à une fréquentation plus importante et pour nous des rotations plus normales. Le but étant que pour les vacances d'été, au mois de juillet, on ait nos 6 bateaux en circulation sur le lac. Avec des conditions sanitaires strictes, évidemment. Tout à fait, bien entendu, oui. Donc nous, les conditions strictes, ce sont le port du masque. On a l'habitude de dire qu'il est obligatoire à bord en toutes circonstances, que l'on soit debout, assis, couché sur le bateau, peu importe. Le masque est obligatoire. Et ensuite, un protocole d'hygiène également. Donc le bateau est désinfecté régulièrement par les équipages. On met à disposition du gel hydroalcoolique. Voilà. Mais ça n'enlève rien au charme de ces croisières. Ça n'enlève rien au charme, exactement, oui. Les appareils photos sont toujours autorisés. Pour donner un petit peu envie, justement, quelles sont les croisières qu'on peut faire avec vous ? Alors la plus belle de nos croisières, c'est la croisière promenade découverte d'1h30 qui va vous emmener sur l'intégralité du tour du lac. Avec une nouveauté, cet été, un nouveau bateau, l'Amiral. Tout à fait, oui, qui est très très attendu puisqu'il aurait dû prendre son service l'an dernier. Et malheureusement, les conditions sanitaires ont fait que nous n'avons pas pu le mettre en service. Donc l'Amiral devrait reprendre du service, on espère, au mois de juillet. Et lui, il sera voué à faire de la navette entre Doussard et Annecy. Son port d'attache va être à Doussard. Et donc il fera des navettes régulières, entre 5 et 6 rotations par jour entre Doussard et Annecy. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bateau ? Alors la grande nouveauté sur le lac d'Annecy, c'est que c'est le premier bateau à passagers hybride.
On va avoir une partie électrique, de motorisation électrique, qui va nous permettre de manœuvrer en électrique, donc c'est-à-dire sans bruit, notamment. Ensuite, pour la partie navigation pure, on sera en thermique. Et là, en thermique, depuis 2 ans maintenant, nos bateaux ne fonctionnent plus au fioul lourd, mais au GTL, au gaz tout liquide, qui est du méthane synthétisé et qui a un impact écologique bien moindre que le fioul qu'on utilisait jusqu'alors. C'est important, j'imagine, pour vous de vous adapter aussi à ces attentes environnementales. Tout à fait. Nous, c'est une vraie philosophie à la Compagnie des bateaux de rentrer dans un monde plus écologique. On va commencer avec l'Amiral, on a fait notre GTL et là on a un énorme projet pour les années à venir. Notre président, M. Gosset, s'attelle tous les jours à cette tâche. Nous allons essayer d'électrifier tous nos bateaux, l'intégralité de notre flotte. Pour nous, l'avenir est électrique. Et on espère que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, on aura l'intégralité de nos bateaux qui seront passés en motorisation totalement électrique. Pour vous, l'avenir, il est encore sur le lac d'Annecy, pour vous personnellement? Totalement, oui. Voilà, je suis née à Annecy et je resterai à Annecy jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci Céline Sacani. Je vous en prie, avec plaisir. De belles croisières encore. Merci de nous accueillir sur ce bateau. On va continuer à parler navigation, mais on va s'intéresser à une toute autre embarcation avec le directeur de Jet Cycle, Nicolas Picard, qui me rejoint sur ce petit plateau mobile. Bonjour. Bonjour Nicolas, merci d'être avec nous. Alors je l'ai dit, vous dirigez l'entreprise Jet Cycle et vous allez commercialiser le Jet Cycle Max. Alors je ne vais pas m'aventurer à le décrire, vous allez le faire beaucoup mieux que moi. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que cette embarcation. Très bien. Donc Jet Cycle, nous on conçoit et on commercialise des embarcations innovantes et durables donc pour le monde du sport et des loisirs nautiques. Et donc on lance, comme vous l'avez dit, au mois de juin prochain, donc très bientôt, notre premier produit, le Jet Cycle Max. Qu'est-ce que c'est ? C'est un pédalo aviron. Vous remplacez les rames par des pédales et vous avez un système d'hélice de propulsion. Donc on est à 100% à propulsion humaine, nous n'avons pas de moteur. Et on a un système de foils. Donc les foils sont des ailes marines un petit peu à la mode qu'on a pu voir dans le monde de la course au large et qui se diffusent aujourd'hui dans le monde nautique plus globalement. Et qui nous permet à partir d'une certaine vitesse de décoller et de réellement voler sur l'eau. Donc la promesse de valeur de l'entreprise, c'est quoi ? C'est pédaler, se dépenser et voler sur l'eau. À qui va pouvoir profiter de ce nouveau bateau, de cette nouvelle embarcation ? Alors l'objectif, c'est que c'est un maximum de personnes qui puissent en profiter. Je dirais que les contraintes minimum d'accès, c'est d'être un petit peu sportif. On va dire le sportif occasionnel, vous faites un petit peu de sport cardio. Et puis avoir une sensibilité aux activités nautiques, parce que forcément vous êtes sur l'eau, vous allez décoller. Donc il faut un petit peu de dextérité. Mais avec les designers, on a essayé vraiment de rendre le produit le plus accessible possible à hommes, femmes. Et plus ou moins âgé, je dirais de 15 à pas de limite d'âge, tant que vous avez la forme pour pouvoir pédaler. Vous allez lancer la commercialisation très prochainement, au mois de juin. Alors pour le moment, on n'a pas encore beaucoup d'images, ça reste assez confidentiel, c'est la surprise, mais c'est assez impressionnant. Pourquoi sur le lac d'Annecy ? Pour nous, en fait, pourquoi sur le lac d'Annecy ? On peut refaire un petit retour en arrière. L'entreprise a été créée en octobre 2020, mais c'est un projet qui a plus de 7 ans en fait, de développement au sein de l'université Savoie-Mont-Blanc et donc qui a été développé par 2 enseignants-chercheurs en particulier. Il y a un brevet qui a été déposé et donc université Savoie-Mont-Blanc, conditions de lac exploité, pratique outdoor nautique. Ça correspondait complètement à l'identité finalement et à l'ADN de l'entreprise. Donc naturellement, on est venu s'installer ici et puis la structure, l'Annecy Basecamp, l'Outdoor Sport Valley, fait qu'on a un écosystème en fait qui est quand même plutôt très favorable et dynamique, porteur pour le développement de l'activité. Et donc vous avez conçu cette embarcation à Annecy complètement ? Alors, c'est un projet 100% annécien en termes de conception et 100% français en termes de production. Donc ça, c'est vraiment des piliers qui sont très importants pour nous. On a 3 piliers principaux. C'est l'expérience, parce que comme vous le dites, c'est quelque chose, on invente une nouvelle discipline qu'on a appelée le foil cycling. Donc c'est faire du vélo à foil en fait sur l'eau. Donc ce côté expérientiel, sensation un petit peu unique. Il y a le côté innovation, performance. Donc on sort d'université, il y a un brevet qui est exploité derrière. Et puis la dimension éco-responsabilité qui est pour nous super importante et durabilité.
Donc conception locale et production 100% française, ce qui va un peu à contre-courant, mais qui est dans la tendance aujourd'hui, de relocaliser un petit peu ce type d'embarcation et de quitter l'Asie du Sud-Est, qui était quand même le bastion de l'industrie nautique mondiale il y a encore quelques mois, je dirais. Comment vous avez eu cette idée un peu folle, on peut le dire, de créer cette embarcation? Alors en fait, pour être honnête, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est-à-dire que les deux enseignants chercheurs ont développé un premier démonstrateur, une maquette de démonstration, ensuite un premier prototype avec l'aide d'accompagnement d'une SAT, je rentre pas dans le détail, mais de fonds publics qui sont là pour maturer des technologies au sein des laboratoires. Et puis les deux enseignants-chercheurs souhaitaient rester enseignants-chercheurs à l'université et ils se sont mis à la recherche du dirigeant qui pourrait prendre le lead sur le projet et transformer ce prototype technologique en un produit industriel et commercial. Et moi, j'étais à un moment de ma vie professionnelle, j'ai dirigé plusieurs PME et start-up en tant que salarié. Et je me disais que c'était le bon moment pour personnellement me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et donc, voilà, par un dispositif de recrutement, donc ce qui est assez cocasse, c'est que j'ai été recruté pour créer ma propre entreprise. Mais c'est plutôt intéressant et assez unique comme dispositif en France. Et donc voilà, donc je me suis associé avec eux. Les deux enseignants sont associés au capital avec moi. La structure d'accompagnement public est aussi au capital de l'entreprise. Et puis on a fait rentrer un investisseur parce que forcément, moi ma fonction c'était d'amener les moyens, créer les conditions favorables et l'écosystème pour pouvoir passer encore une fois d'un prototype technologique d'université à un produit industriel et commercial qu'on lance sur le marché. Donc à Annecy, au bord du lac d'Annecy cet été, sur le lac d'Annecy, on pourra pratiquer cette activité si tout va bien. Tout à fait, on y compte bien. Donc on a un lancement commercial qui va s'opérer au mois de juin avec plusieurs temps forts. En fait, on a à la fois une logique de prospection avec différents. Donc nos clients, c'est qui, clairement c'est les exploitants de base et de clubs nautiques. C'est l'hôtellerie plutôt premium avec un accès ponton direct à l'eau. Voilà, donc on va organiser des démonstrations forcément chez nos prospects. Et puis de notre propre chef, je dirais, on va aussi organiser ce qu'on appelle des Demo Days, donc des journées d'essais ouvertes au grand public pour faire un maximum d'essais et qu'on ait un maximum de retours d'expérience aussi sur ce qu'on a développé, sachant que l'objectif, on lance une version dite bêta et on aura forcément des retours utilisateurs pour pouvoir l'améliorer et la rendre vraiment industrielle et en série pour pouvoir déployer vraiment de manière plus massive sur le marché à partir de 2022. Vous me l'avez dit en préparant cette émission, vous avez la volonté aussi de vous étendre un petit peu partout sur les lacs alpins. Tout à fait. Donc la typologie de notre clientèle, comme on l'a dit, c'est plutôt donc B2B, exploitants qui louent derrière aux pratiquants que nous sommes. Et donc on se lance sur le lac d'Annecy, mais je dirais que l'ensemble des lacs alpins français et puis suisse francophone, c'est vraiment nos deux hotspots de la saison. Et l'idée, c'est d'aller très vite après sur le tour de l'arc alpin, donc poursuivre en Bavière, en Autriche, en Slovénie, en Italie. Et puis on est en train de lancer une étude de marché sur la Scandinavie actuellement, Norvège et Suède, parce que faire du Jet Cycle Max dans les fjords, ça peut être sympa. Ça peut être sympa aussi. On n'a peut-être pas assez insisté, mais ça va être impressionnant si vous êtes sur les bords du lac d'Annecy. C'est le foil justement qui donne cette impression de voler sur l'eau. Merci beaucoup Nicolas Picard de nous avoir présenté votre Jet Cycle Max et à bientôt pour des images impressionnantes. Donc merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le deuxième épisode de ce panorama. On sera du côté de l'hôtel des 13 hommes, toujours à Annecy. On parlera astres et plantes. À très vite. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre émission Panorama. Cette semaine, nous vous proposons des activités insolites et des découvertes en vue du déconfinement et du printemps qui s'installe. Aujourd'hui, nous aurons la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Vous allez comprendre pourquoi. Parlons d'abord des astres avec Philippe Jacot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur cette belle terrasse de l'hôtel des 13 hommes à Annecy, qu'on remercie d'ailleurs de nous accueillir. Vous êtes astrophotographe, vous photographiez les étoiles, si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui vous attire justement vers ces étoiles ? En fait, j'ai cette passion de la photographie depuis longtemps, depuis mon adolescence. Et depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, j'ai l'astronomie qui s'est ajoutée à cette passion. Donc, allier les deux, astronomie et photographie, ça donne astrophotographie et photographier le ciel. La photographie de nuit, on imagine que ça pose quelques difficultés. Oui, il y a un côté technique qui est indéniable, parce qu'il y a des choses à savoir, que ce soit au niveau bien sûr de tout le mécanisme de l'appareil photo.
et surtout aussi savoir qu'est-ce qu'on va photographier. Parce que suivant la période de l'année, on n'a jamais les mêmes choses, on n'a jamais les mêmes constellations. Donc il faut connaître déjà un petit peu le ciel pour savoir ce qu'on va photographier en fonction du paysage qu'on a autour de nous. Vous le photographiez, ce ciel, notamment autour du lac d'Annecy. Quels sont un petit peu vos spots, si je peux le dire comme ça? J'allais dire, c'est sûr qu'il y a des spots qui sont plus jolis que d'autres, mais ils sont tous vraiment différents. Mais c'est vrai que par exemple, quand je vais au Roc de Cher, sur le belvédère qui est sur le petit lac, là c'est vraiment magique. J'emmène mes stagiaires d'ailleurs quand je leur propose d'apprendre à photographier le ciel. Il y a des petits endroits comme ça où le décollage de parapente de plan fait, c'est vraiment des beaux spots pour photographier le ciel. Vous photographiez aussi d'autres paysages dans d'autres régions de France? Oui, oui, bien sûr. Après, je fais beaucoup sur Annecy parce que c'est ma région, mais je parcours aussi le monde pour photographier d'autres paysages et aussi d'autres ciels, des ciels notamment les plus purs de la planète, hein, comme on peut trouver au Chili ou en Australie, aux États-Unis. Donc je bouge beaucoup, effectivement. Quand vous dites pur, qu'est-ce que ça veut dire? Pur, c'est qu'il n'y a pas de pollution lumineuse. Et ça, c'est vrai que ça se réduit de plus en plus sur la Terre. Globalement, les lumières des agglomérations augmentent de plus en plus. Et c'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de trouver des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse, donc où le ciel est vraiment pur et on peut observer la Voie lactée, par exemple, dans des très bonnes conditions. On en parlait en préparant cette émission de la pollution lumineuse. Vous l'avez vu évoluer, vous qui photographiez justement les paysages la nuit? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a de plus en plus de pollution lumineuse. Et dans mes photos, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de trouver des spots pour avoir un ciel bien noir. Bien que maintenant, on a des zones, hein, en France notamment, ou des réserves de ciel nocturne qui sont maintenant au nombre de 3. Il y en a une au Pic du Midi, dans les Pyrénées, qui est historique et depuis longtemps. Depuis quelques années, maintenant, il y a la réserve des Cévennes et très récemment dans le Mercantour. Donc maintenant commence à y avoir des zones préservées où les communes éteignent les lumières pour avoir un label d'observation des étoiles, avoir un ciel beaucoup plus sombre. Les villages étoilés, c'est comme ça. Il y a qu'on également appelle. les villages étoilés, hein, c'est l'Association nationale de protection du ciel nocturne qui est à l'initiative de ces villages, et les communes qui sont intéressées peuvent adhérer et reçoivent des étoiles. Notamment il y a Cusy, là, qui n'est pas très loin d'ici, qui bénéficie de ce label. Vous l'avez dit, vous êtes passionné de photographie et d'astronomie, deux passions que vous partagez. Vous avez évoqué vos stagiaires, mais vous proposez aussi au public de venir observer le ciel déjà. Bien sûr, il n'y a pas que la photo, hein, il y a aussi l'observation du ciel à l'œil nu avec un télescope. Et je propose autour du lac, notamment au Semnoz, des soirées d'observation grand public. Et aussi, depuis une nouveauté pour cette année de déconfinement, d'aller observer le ciel au sommet du Parmelan en partenariat avec le refuge du CAF Camille Dunant. Donc ça va être un petit peu une première, parce qu'il faut monter le télescope qui fait plus de 50 kg. Donc là, il va être monté avec le mont de charge et on va pouvoir faire une soirée, plusieurs soirées d'observation après la randonnée pour ceux que ça intéresse. Et puis pour ceux qui voudraient s'essayer à la photo nocturne, vous proposez aussi des stages. Voilà, également pour aller plus loin, après ceux qui sont au-delà de l'observation, ceux qui veulent immortaliser le ciel avec leur appareil photo, je propose effectivement des soirées découvertes autour du lac. Là, c'est vraiment limité à 2 personnes pour que ce soit optimisé. Et c'est vraiment presque du cours individuel pour savoir photographier le ciel. Il y a un stage qui va se faire bientôt, un petit peu au-delà des Oui, ça fait un frontières petit moment que françaises. je voulais faire ce stage, effectivement, dans un des plus beaux ciels de la planète, aux Canaries, où là, il y a beaucoup d'observatoires. Justement, c'est pas pour rien qu'il y a des observatoires qui sont installés sur ces montagnes des Canaries. Et donc là, en septembre, je propose effectivement un stage de 5 jours, 3 nuits pour faire un package complet pour savoir observer, apprendre à photographier avec toutes les techniques indispensables.
Donc pour ceux que ça intéresserait, on peut retrouver toutes les informations sur votre site Voilà, internet. sur le site internet, ouais, Donc effectivement. Philippe Jacot. philippejacotphotographie.fr. Tout simplement. Merci beaucoup d'être venu nous voir et nous Merci à vous de m'avoir invité. parler de ces deux passions. On vous souhaite un bel été déconfiné, on l'espère, On l'espère pour tout le monde. au et bord que, du lac d'Annecy. effectivement, D'ailleurs, je précise que nous tournons dans le respect des gestes barrières. D'ailleurs, je vais puisque, remettre mon voilà, masque nous avons pour la les personne distances réglementaires. Merci Ok. beaucoup. Merci à vous. On va revenir sur Terre pour parler cette fois des plantes qui sont elles aussi peut-être sensibles aux étoiles et aux astres. Pour en parler, j'accueille un spécialiste des plantes comestibles. Il s'agit de Lionel Scaturo qui s'installe bien entouré de verdure. Merci d'être avec nous sur le plateau de Panorama. On vous avait déjà rencontré Lionel l'été dernier dans notre émission Évasion en région. On était au château de Menton. On avait découvert un petit peu votre activité puisque vous avez lancé l'école des saveurs des bois. C'est bien ça? Oui, bonjour. Oui, c'est bien ça. Je vous ai laissé le temps d'installer un petit peu tout ça. On va Merci. expliquer ce que vous nous apportez ici. Quand on vous a rencontré, c'était un petit peu nouveau. C'était les tout débuts. Comment ça a évolué? Comment vous avez passé cette année un petit peu compliquée? Eh bien, on a fait moins de stages que ce qu'on imaginait, hein. Ça, c'est sûr. On aurait aimé en animer plus. Mais on s'est toujours bien amusé, bien régalé. Les gens étaient ravis à chaque fois qu'ils sont venus. Ils ont appris, ils ont découvert beaucoup de plantes. Ils ont appris à les cuisiner pour certains, suivant le type de stage auquel ils ont participé. Et quoi qu'il en soit, ils sont toujours sortis avec de bons souvenirs. Alors, pour expliquer un petit peu le principe de cette école, cette véritable école des plantes, vous nous proposez en fait de partir de la plante pour aller jusqu'à l'assiette, de connaître la nature. C'est vraiment ça l'objectif. Oui, c'est ça. Dans la nature, il existe énormément de plantes qui sont comestibles, bien plus d'ailleurs que de plantes toxiques. Et dans l'idée, c'est justement de pouvoir reconnecter un petit peu les gens qui le souhaitent, en tout cas, à cette nature sauvage qui peut nous nourrir, justement, quand on parle de nature nourricière. Et par ce que j'ai pu apprendre au fil du temps, au fil des années, en suivant des formations aussi. Maintenant, je connais pas mal de plantes et j'aime partager tout ce savoir avec les gens. Je trouve que c'est vraiment dommage que toutes ces plantes comestibles partent dans l'oubli. Lors de notre rencontre l'été dernier, vous m'aviez fait découvrir des secrets de l'ortie. L'ortie qui souffre peut-être d'une mauvaise image. En tout cas, ça illustre bien le fait qu'on ne connaît pas vraiment ces plantes comestibles qui nous entourent. Oui, l'ortie effectivement pique. Donc c'est sûr que ça pose des problèmes. Souvent quand on passe dans un milieu où il y a plein d'orties, on pense qu'à une chose, c'est éviter les orties pour ne pas se faire mal. Mais en fait, les orties sont très très riches et très intéressantes. Et très bonnes. Elles sont aussi très bonnes. Moi, j'adore les orties. Et quand on prépare des orties, il va y avoir ce côté culinaire qui va être très intéressant. Mais il faut savoir aussi que l'ortie est 6 fois plus riche en vitamine C qu'une orange, par exemple, qui est très riche en vitamine A, qui a beaucoup plus de fer que les épinards. C'est vraiment une plante super intéressante. Et quand on a des coups de fatigue, il ne faut pas hésiter à manger des orties, quoi. On Ça, peut c'est même sûr. les manger On peut les manger crus aussi. comme ça. Il y a Ouais. une technique, mais, Oui, il y a une technique. mais j'ai découvert ça avec vous. Il faut faire un petit peu attention. En fait, en général, les poils, de toute manière, sont dans le sens de la feuille. Donc déjà, quand on attrape une feuille d'ortie, il faut plutôt partir Avec le micro, c'est pas avec évident, le mais micro, ouais. en Il faut plus. plutôt partir dans ce sens-là, dans le sens de la plante, pour allonger, si vous voulez, les poils le long de la feuille. Donc là, déjà, ça pique moins. Après, moi, je suis peut-être un peu moins sensible que d'autres personnes. Mais les gens qui ont un petit peu la peau sensible doivent ramasser bien l'ortie dans ce sens-là, hein, en tirant la feuille. Et ensuite, si on plie l'ortie, alors regardez, je pose le micro. Je vais essayer de commenter en même temps, mais donc il faut la plier en plusieurs fois.
il faut la plier plusieurs fois. Voilà, je viens de plier plusieurs fois ma petite feuille d'ortie, de bien l'écraser. Et de cette manière-là, on va pouvoir la mettre dans la bouche sans se piquer. En fait, ce qui pique, ce sont des petits dardillons qui sont sur la plante, qui sont remplis d'un liquide, un liquide irritant. Il y a beaucoup d'histamine d'ailleurs dedans, donc un allergène. Et ce liquide est très... j'ai plus mes mots. A tendance à s'évaporer très rapidement, très facilement. Donc il suffit de briser ce petit dardillon pour que le liquide s'évapore. Une fois qu'il est dans l'atmosphère, on peut manger l'ortie sans se faire mal. Voilà. Ce sont toutes ces découvertes qu'on fait avec vous du côté de Gruffy, porte d'entrée des Bauges. Est-ce que l'environnement est particulièrement riche là-bas du côté de Gruffy? Il y a des plantes spécifiques? Oui, alors spécifiques. En fait, dans les Bauges sont particulièrement riches en plantes sauvages comestibles. Là, j'ai amené quelques plantes qui sont... que l'on trouve en grosse quantité. Ici, on a de la berce spondyle. Donc ça, c'est un très très bon légume, très riche également. Très riche en vitamine C notamment, et en sels minéraux. Ici, donc, nous avons les orties. Là, on a de l'égopode. Alors l'égopode, on l'appelle aussi l'herbe au goutteux, parce qu'à une certaine époque, ils se servaient de cette plante pour soigner les gens qui attrapaient la maladie de la goutte. Parce que pareil, elle est riche, mais à la fois, elle élimine aussi tout ce qui est acide. Quand on a la goutte, alors je ne suis pas médecin, mais quand on a la goutte, a priori, c'est intéressant, ce genre de plante. Ici, on a des plantes qui seront plus meilleures pour aromatiser les plats. Donc, c'est du lierre terrestre, à ne pas confondre avec le lierre grimpant, ça n'a rien à voir. Et elle est très jolie, elle a des petites fleurs très jolies. Elle fait partie de la famille des menthes, donc des lamiacées. Ça a un goût... justement un petit peu mentholé, un goût d'agrumes et de sous-bois, très intéressant comme goût. Moi j'adore le mélanger avec du fromage de chèvre. Ça va très bien. On le hache et on assaisonne du fromage de chèvre avec, c'est super bon. Devant, on peut voir un bouquet d'ail des ours en fleurs justement, avec ces petites fleurs. Très prisé. Et en ce moment, c'est la saison là, et puis il faut vite le ramasser parce que bientôt ça va passer, donc il faut en profiter. Et ensuite, à côté, avec les petites fleurs rose violacées, ce sont des lamiers. Lamiers, plante très intéressante, qui, au premier abord, ne sentent pas forcément très très bon. Par contre, quand on les froisse, elles ont un goût de sous-bois, de champignons, qui est très intéressant dans les plats. À préparer, c'est très intéressant. Ça donne envie. On pourrait en parler pendant des heures avec vous, Lionel, mais en tout cas, ça nous donne un petit aperçu de ce qu'on peut découvrir. On n'a pas parlé de toutes les formules, mais je vous invite en tout cas à vous rendre sur le site internet où on peut l'écoledesaveursdesbois.com. Toutes les informations. Merci beaucoup et on vous retrouve cet été donc du côté de Gruffy. Et je vous dis à demain déjà pour le 3e épisode de ce panorama. Nous irons à la rencontre d'une sophrologue et à la découverte d'un parc aventure du côté de Quintal. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 8 Mont Blanc. Nous sommes ensemble pour le 3e épisode de Panorama, consacré cette semaine à la découverte d'activités insolites, confidentielles ou plus traditionnelles autour du lac d'Annecy. Et aujourd'hui, nous parlons d'abord bien-être et énergie avec Élise Beauvagnet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici au Trésome. Élise, vous êtes sophrologue et praticienne en Qigong notamment. D'abord pour ceux qui ne connaîtraient pas la sophrologie, même si c'est une discipline qui se développe quand même aujourd'hui en France, mais quels en sont très rapidement les grands principes? Très bien, merci de m'accueillir, première chose. Et puis pour la sophrologie, effectivement, c'est une discipline qui se démocratise et qui est basée sur des exercices de relaxation et puis exercices de visualisation. Visualisation, comme on dit, pour ancrer du positif. Voilà, c'est pour, on va dire, accompagner l'individu vers quelque chose de plus agréable, c'est-à-dire comment je fais pour aller mieux. Voilà, pour en faire un résumé succinct. Et pour ce qui est du Qigong, le Qigong, c'est un art qui est ancestral, donc il y a plusieurs milliers d'années, et qui appartient à la médecine traditionnelle chinoise. Et le Qigong, lui, est basé sur des enchaînements d'exercices, donc un travail postural. Et c'est un Qigong que je pratique, qu'on appelle des saisons, donc qui va respecter le cycle donc, de la saisonnalité, des énergies qui appartiennent aux saisons, et qu'on va retrouver
retrouver dans le travail postural pour faire circuler le chi. Donc la traduction littérale, c'est l'énergie. Et Kong, c'est le travail juste. Donc c'est la justesse du travail de l'énergie, si on devait faire une traduction littérale. Donc un enchaînement de mouvements finalement. Un enchaînement de mouvements, tout à fait, avec une attention portée sur la respiration. Mais c'est vraiment le travail postural qui va mobiliser l'énergie dans le corps et bien faire circuler. On pense au yoga quand vous nous dites ça. Oui. Quelle est la différence? Alors le Qigong, on va être plutôt sur une pratique qui va être debout et des mouvements qui vont être lents et basés sur certains enchaînements. Voilà, ça peut être assez chorégraphique, on va dire. Pour ceux qui connaissent le Tai Chi Chuan, il y a quand même une ressemblance avec les deux disciplines. Et vous proposez également des bains de forêt. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme? Alors, le bain de forêt, effectivement, donc c'est quelque chose qui est très courant au Japon. Shinrin-yoku, c'est le nom, le terme japonais. Donc, les bains de forêt qui, en fait, ont vertu d'apaiser. En fait, on va aller s'immerger en forêt, se baigner dans la forêt pour pouvoir atteindre, on appelle un état de relaxation, de détente, du simple fait d'être en nature. Et moi, j'y ajoute donc les exercices de Qigong. Là, on vient pratiquer au milieu de la forêt pour pouvoir accéder à un bien-être. Et ça, donc, au cours d'une randonnée, puisque c'est au cours de randonnée que je propose ces bains de forêt. Voilà. Tout est lié à la nature. Dans Oui. votre pratique, vous êtes aussi d'ailleurs accompagnatrice en moyenne montagne. Tout à fait. La nature, c'est essentiel dans ces pratiques? Alors oui, et puis je dirais plus particulièrement pour moi aussi. Quand je parle de nature, je vais parler de la nature humaine et puis de la nature sauvage aussi. Et l'idée était de rassembler ces deux natures ensemble pour qu'elles puissent être à l'unisson. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aime et ce qui me tient à cœur, personnellement. Comment vous êtes arrivé justement, vous, personnellement, à ces disciplines? Quel est votre parcours? Alors mon parcours personnel, il a commencé en tant qu'athlète de haut niveau. Donc j'étais athlète sur 800 mètres en athlétisme. Et j'ai rencontré de la sophrologie à cette époque-là, donc pour préparer mes objectifs sportifs. Et je dirais que je suis tombée dans ce bain-là, que de l'introspection et de la démarche en fait de bien-être finalement. Donc je me suis formée à la sophrologie en 2007, puis au Qigong aux alentours de 2012. Et depuis, je n'ai pas cessé cela. Et l'accompagnatrice en moyenne montagne, c'est parce que je pratiquais aussi beaucoup de sport en montagne et en haute montagne. Et je me suis dit, mais en fait, c'est là que je veux emmener les gens pour qu'ils puissent se reconnecter finalement à eux, dans cet espace intérieur, et à la nature à l'extérieur. Et bon, ces bains de nature, pour moi, c'est vraiment le rassembler une forme de quintessence de toutes ces facettes, la sophrologie, le Qigong et puis la pleine nature qui résume finalement mon parcours. Mais que dites-vous à ceux qui sont encore peut-être sceptiques? Il y a beaucoup de détracteurs qui diraient mais qui sont ces fous qui embrassent les arbres? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez Tout leur à fait. répondre pour les convaincre ou les inciter peut-être à découvrir Bien sûr. ces activités? Alors, embrasser les arbres, je dirais que ça, c'est libre à chacun de le faire, ce n'est pas une obligation. Mais effectivement, alors, il ne s'agit pas d'avoir les pieds qui se décollent de la terre, mais bien au contraire, c'est de s'en rapprocher, de revenir à notre source, c'est-à-dire le vivant. Nous faisons partie d'un tout, et ça, vraiment, dans la pensée taoïste, c'est cette notion de la globalité. Et le bain de forêt, pour les sceptiques, je dirais, venez simplement essayer, c'est-à-dire retrouver cette vibration intérieure pour pouvoir connecter la vibration extérieure. Et les arbres, souvent, ils nous parlent avec un langage très simple, beaucoup plus simple que ce que nous pouvons faire parfois, nous, les êtres humains. Voilà, donc c'est retrouver ce langage-là, finalement. Et on vous retrouve du côté de Thoranglières. Oui, tout à fait. Plus particulièrement sur le plateau des Glières pour les randonnées, donc durant l'été, parce que c'est un petit havre de paix. Une nature encore sauvage et préservée, puisque c'est vrai que pour pratiquer donc la sylvothérapie ou le Qigong, je recherche en pleine nature des espaces privilégiés et éloignés, on va dire, de toute forme de civilisation, pour regoûter à cette nature préservée. Et puis Thoranglières, d'une part parce que j'y vis, donc je suis juste au pied du plateau. Et puis ensuite sur Argonnet, mais là c'est plus pour le cabinet, pour les consultations individuelles. Voilà. Merci beaucoup Élise Merci d'être à vous. venue nous voir, vous présenter ces activités qu'on peut retrouver Oui. tout le détail, les différentes choses sur Tout à fait. votre site internet. Sur le site internet, www.elise
www.chekong-sophrologie.fr. Voilà. Eh ben, c'est noté. Merci Super. beaucoup. On vous souhaite C'est moi qui vous remercie un bel beaucoup. été. Merci à vous aussi. À bientôt. On va passer à une toute autre activité avec ma prochaine invitée qui va arriver tout de suite sur le plateau. Il s'agit de Dawn Comte, qui est responsable du parc Accro-Aventure de Quintal dans le Semnoz. Bonjour Dawn, merci Bonjour. d'être avec nous. Alors, vous ne nous proposez pas un accrobranche traditionnel, mais de l'accrofilet. Qu'est-ce Voilà. que c'est l'accrofilet? Ce sont des nappes de filets, donc dans les arbres. Il y a 6 grands nappes de filets dans lesquelles on trouve des amusements, des grands ballons, des piscines à boules. On y accède par un escalier en bois avec plein de passerelles qui relient en fait les nappes de filets entre elles. Et pour descendre, il y a aussi 2 grands toboggans, très grands toboggans pour arriver au sol. Et la différence, c'est qu'avec un accrobranche traditionnel, vous me disiez, il n'y a pas d'équipement Voilà, spécifique. c'est ça. On vient comme on est, il ne faut pas mettre des tongs, mais sinon on laisse les chaussures donc, et puis on vient comme ça, s'amuser dans les filets. Donc on prévoit quand même une petite tenue un peu agréable, sportive, des baskets. Voilà, des baskets, plutôt des chaussures fermées, ça c'est important, mais à part ça, bon, les shorts et les t-shirts, souvent ça frotte un petit peu les jambes, donc c'est mieux les pantalons longs, des manches, voilà. Qui peut venir s'essayer à l'accrofilet chez vous? Alors tout le monde peut s'amuser là-dedans. Alors les enfants adorent, les parents, les grands-parents accompagnent souvent aussi les enfants. Alors c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 3 ans et il faut un accompagnateur, donc adulte, jusqu'à l'âge de 5 ans. Et à partir de l'âge de 6 ans, les enfants peuvent y aller tout seuls. Mais c'est vrai que les enfants, ils passent beaucoup de temps, jusqu'à 2 heures, alors que les parents, les grands-parents, souvent se fatiguent bien avant. Dans ce contexte un peu particulier, dites-nous, est-ce que vous êtes ouvert? Est-ce qu'il y a des restrictions? Comment ça se passe? Oui, alors nous sommes ouverts, donc on a pu ouvrir nous dès le 3 avril, même malgré les restrictions, parce qu'on fait partie du SLA, donc c'est un syndicat des loisirs actifs qui a négocié pour tous les parcours en fait avec le ministère des Sports, et donc nous sommes ouverts tous les mercredis, les samedis, les dimanches en ce moment. Il faut réserver, comment ça Oui. se passe? Alors le mieux c'est d'aller sur le site internet ou alors de téléphoner au parcours et réserver comme ça. On retrouve toutes les informations de toute façon sur votre site internet, donc Accro-Aventure Quintal. C'est ça. Vous êtes installé justement à Quintal, dans le Semnoz. Pourquoi Oui. ce lieu? Alors en fait, on a été contacté par le maire de Quintal. Donc c'est lui qui a souhaité au départ installer un parcours. Et étant donné le site qu'il nous proposait, les nappes de filets s'y prêtaient vraiment bien. C'est bien à l'ombre, donc en été c'est très agréable. Il y a les grands arbres. C'est vraiment très chouette pour ce genre de parcours. On a aussi le projet l'année prochaine de faire un autre parcours, enfin d'étendre le parcours, de faire un parcours traditionnel avec le harnais, avec l'équipement. Est-ce que c'est une activité libre? On vient, on passe le temps qu'on veut? Ou est-ce qu'il y a des petits parcours, des choses spécifiques qu'on peut faire, guider? Comment ça Alors se passe à ce c'est niveau-là? 2 heures, donc on peut rester jusqu'à 2 heures dans les filets. On monte par un escalier, donc après on peut y passer le temps qu'on veut. On se déplace comme on veut par les passerelles en bois d'une nappe de filet à l'autre avec différentes choses pour s'amuser dans les différentes nappes. Et on a aussi une chasse au trésor, une petite chasse au trésor pour les tout petits. Et voilà. C'est un concept assez nouveau, inédit ici autour du lac d'Annecy. Inédit, oui, je crois. En tout cas, de cette taille-là, autour du lac d'Annecy, je crois qu'on est les seuls, oui. Et puis c'est quelque chose que nous, on a voulu développer parce que ça marche dans d'autres pays. Et donc on a décidé de faire ce filet, enfin ce genre de parcours-là. Et c'est vraiment, ça a énormément de succès. C'est très ludique, c'est très amusant. On organise des anniversaires pour les enfants aussi. C'est vraiment très 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 sympa comme impression en fait. Et puis on peut découvrir le Semnoz en même temps. Voilà, en partant de là-bas, on peut monter au Semnoz ou en descendant du Semnoz, on peut s'arrêter à l'Accro-Aventure. Ouais. Avec une belle vue sur le lac au passage. Exactement. Merci beaucoup Dawn de nous avoir Avec présenté plaisir. votre parc qu'on retrouve donc dès maintenant dans le Semnoz. Et merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver demain pour le dernier épisode de ce panorama très touristique au bord du lac d'Annecy. Nous serons toujours à l'hôtel des Trésors qui nous accueille et je
recevrez justement le chef Éric Prowalski. Nous irons également voir les actualités des guides du patrimoine en Savoie-Mont-Blanc avec Laetitia Léonard. À demain. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre panorama consacré aux activités du printemps autour du lac d'Annecy. Nous sommes toujours au Trésome sur la terrasse du restaurant et le chef Éric Prowalski m'a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et félicitations pour votre première étoile que vous avez obtenue au guide Michelin. Merci beaucoup, oui, c'était une belle récompense que l'on a obtenue parce que c'est une récompense que l'on partage aisément avec toutes les équipes. Et puis oui, ça donnait du baume au cœur en cette période de pandémie. Donc c'est vrai qu'on prend cette récompense mais avec beaucoup d'humilité puisque justement c'est une période très particulière. C'est le résultat, cette étoile, c'est le résultat d'un travail, d'un parcours, de différents changements aussi au sein de l'établissement. Oui, alors moi j'appelle ça plus un chemin en fait, voilà, qu'un parcours. Ça a été un investissement économique de la part des propriétaires Véronique et Pascal Roux, mais aussi un investissement de chacun, de toutes les équipes au sein de l'établissement, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup de la restauration, mais il y a aussi les équipes de réception, des étages, de gouvernants, mais aussi de la comptabilité qui sont toujours là pour nous accueillir et nous aider au quotidien. Alors là, ça y est, c'est la période où on déconfine, on retrouve nos restaurants, nos terrasses en tout cas. C'est un bonheur, j'imagine, pour vous de retrouver un peu de vie dans le restaurant, dans la cuisine aussi. Totalement, en fait, c'est redevenir essentiel à notre passion première, c'est refaire vivre l'établissement, mais relier des liens qui étaient très forts, notamment avec les équipes, mais aussi avec nos clients. Et puis on voit bien que cette joie, elle est partagée, puisque ça manquait un peu à tout le monde, bien évidemment. Même si vous avez continué à être actif quand même pendant Alors, toute cette période. Totalement, oui. On a continué à garder ce lien avec nos collaborateurs, puisque pendant les périodes de vacances scolaires, on est resté ouvert, aussi bien à Noël que pendant le mois de février. Puis on a fait un petit peu de vente à emporter sur des périodes exclusives comme Pâques, comme la Saint-Valentin, et ce qui a permis aussi de garder ce lien avec les collaborateurs. Puis on a profité pour aller voir nos artisans, nos producteurs, faire un peu de maraîchage. Donc du coup, oui, ça nous a quand même permis d'être ensemble et puis de se soutenir moralement. Et voilà, je pense que c'était bien là l'essentiel. On redécouvre en tout cas en ce printemps, cet été, cet hôtel des Trésommes avec, on le voit, cette vue magnifique. Et puis l'espace a aussi été rénové. C'est un tout qui donne envie de venir vous voir. Oui, voilà, c'est vrai que ça a été une belle rénovation qui avait été effectuée en 2019. Et puis dernièrement, il y a eu les 2 villas qui ont été qui sont sortis et qui sont donc aujourd'hui une fierté au sein de l'établissement. Et puis du coup, il y a une belle émulsion autour de tout ça. Et ça permet de donner du baume au cœur et c'est très stimulant pour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Éric Prowalski, nous avoir accordé un petit moment. Peut-être un mot sur cet été, comment vous l'abordez? Est-ce que l'ambiance est sereine? L'ambiance est plutôt sereine, comme je vous dis, très heureux. Et puis on sait qu'on va faire beaucoup de monde. De toute façon, on a un territoire qui est magnifique, sur le bassin annécien et pas que, puisque l'année dernière, ça avait été, je pense, aussi exclusif. Mais je pense que le peuple français restera sur cette dynamique. Et puis aujourd'hui, la Haute-Savoie est quand même précurseur dans les destinations. Donc je suis très fier d'être dans ce territoire-là et j'ai aucun doute de l'affluence que l'on va avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On découvre votre cuisine cet été, tout au long de l'été au Trésome. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vous souhaite une belle journée. Merci bien. À bientôt. À bientôt. Je vous invite donc à quitter ce joli plateau pour accueillir notre prochaine invitée, Laetitia Léonard, qui représente les guides du patrimoine en Savoie-Mont-Blanc, donc du patrimoine gastronomique au patrimoine historique. Il n'y a qu'un pas. Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, peut-être un petit mot déjà pour rappeler qui sont les guides du patrimoine, tout simplement.
Les guides du patrimoine de Savoie-Mont-Blanc, c'est une association qui existe depuis 1985 et qui fait surtout de la formation de guides. Donc des guides de tous horizons qui veulent un complément d'activité, qui sont à la retraite, qui sont là depuis le début en fait, de leur vie active, tout simplement pour faire passer leur passion, c'est-à-dire les spécificités du patrimoine de Savoie-Mont-Blanc, les anciens états de Savoie. Alors comment se passe cette période un petit peu compliquée entre confinement, déconfinement pour les guides justement? Ah, effectivement, l'année passée a été compliquée, mais pleine de défis en fait. Puisque de toute façon, un guide, ça s'adapte toujours à son public pour le mettre en confiance, en sécurité et qu'il puisse profiter pleinement de sa visite. Donc il y a eu des adaptations d'abord numériques pour qu'on garde un contact de loin, et puis des adaptations physiques pour l'accueil des publics, pour qu'on ait de la place entre nous, dans les locaux, des sens de circulation, pour que chacun soit accueilli dans les meilleures conditions et que le message du patrimoine puisse continuer à passer. Et là, ça y est, les visites reprennent plus ou moins normalement. Alors, ça ne sera pas forcément comme avant, puisqu'il y aura des adaptations toujours, mais des adaptations qui iront vers du meilleur, peut-être plus de liberté, d'espace, de temps aussi à prévoir, peut-être des réservations à prévoir du coup aussi, mais pour que tout le monde puisse profiter pleinement de ce qu'il y avait avant, mais aussi des nouveautés. Alors, des visites, il y en a beaucoup, des centaines, des différentes, des thématiques. On va peut-être pas tout évoquer ici, ce sera un petit peu long, mais vous proposez notamment de découvrir des villages remarquables. Alors ici, autour du lac d'Annecy, on a notamment Chaumont ou Douin pour le lac d'Annecy. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces villages ? Et bien, c'est justement là qu'on va découvrir en fait l'âme du territoire, par une petite grange, une petite ruine, mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Et le guide, il va être là l'interprète de ces petits signes qui sont en fait à la base en fait de la compréhension du territoire comme il est vécu maintenant. Et ça sera une expérience en fait pour le visiteur de comprendre que ici, on a un point de vue parce qu'il y a le tel territoire en dessous, ou alors il y a telle pierre, donc ça permet tel terroir dessus, quoi. Il y a aussi des villages historiques, bien sûr. On a sur le territoire pas mal de ces villages, notamment Albi, Seyssel ou encore Faverges. Là, comment vous invitez les publics à découvrir ces villages ? Alors là, on va être plutôt sur des thématiques. À Albi, on a la cordonnerie, mais on a aussi le chéran. Donc on peut partir sur soit l'eau, soit quelque chose de plus technique, soit sur de l'architecture plus urbaine. Si on est à Faverges, vous l'avez cité, il va y avoir des géosites, du géoparc, donc quelque chose très lié au territoire, au terrain, au terroir, à l'eau, à la montagne. Et puis à côté de ça, il va y avoir un donjon, un château, donc quelque chose qui va partir sur des thématiques beaucoup plus historiques et plus aussi qui vont toucher peut-être plus des enfants, des familles. D'autres, ça va être des aventuriers, d'autres, ça va être des passionnés plutôt d'histoire avec des dates. Il y en a vraiment pour tous les segments, tous les publics. Alors, vous avez évoqué justement les châteaux. On en a de nombreux sur ce territoire. Si vous ne deviez en retenir que 3, ce seraient lesquels ? Alors cette année, ça va même être sur ce secteur que 2, puisque le château de Menton-Saint-Bernard, il est en travaux, donc il y a encore le gîte, mais il va se recentrer sur une fondation, sur le personnage de Saint-François de Sales, donc ça sera à suivre. Dans les 2 autres châteaux, donc le château de Menton-Saint-Bernard, bien sûr, et puis le château de Montrottier, pour toutes ses curiosités, son aspect médiéval qui interpelle toujours. Les musées, eux aussi, sont en pleine réouverture. C'est un bonheur pour vous de retrouver ces musées ? Oui, surtout sur les publics scolaires, mais aussi après sur les particuliers qui pourront y accéder du coup à partir du week-end prochain sur des rendez-vous et puis sur les week-ends et après les vacances. Donc je pense particulièrement à l'écomusée du lac d'Annecy pour tout ce qui est patrimoine savoyard, les traditions, les costumes, les matières, le bois, la laine, les vêtements, les chants et puis tout ce qui est patrimoine archéologique au musée de Vieux. Les guides du patrimoine, ils ont une mission très importante pour faire vivre justement ce patrimoine, vous l'avez dit, qu'il soit historique, culturel. Dans cette période où on a envie de redécouvrir notre pays, notre territoire, c'est encore plus important cette mission ?
Mais on s'est recentré pendant le confinement sur ce qu'on avait autour de chez nous, la chance en fait de vivre ce territoire si particulier qui a des richesses si particulières en prenant conscience qu'on a des montagnes, qu'on a de l'eau, qu'on a un terroir, du patrimoine gastronomique aussi, mais qu'on a des histoires à faire comprendre, à raconter, et pour que les gens se les approprient, les vivent et comprennent l'endroit où ils viennent en vacances, comprennent leur lieu de vie. Donc le hashtag, ça reste pour cet été, je redécouvre la France. Complètement, et surtout le patrimoine savoyard. Et avec les guides du patrimoine en Savoie-Mont-Blanc. Bien sûr, avec plaisir. Comment vous retrouve-t-on si là, dans les idées qu'on a données, certaines personnes veulent retrouver tout de suite les visites? On va avoir le droit de distribuer des brochures cette année, et puis sinon sur les réseaux sociaux ou notre site internet, un guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc. Et puis cette petite brochure que vous avez avec vous, qu'on peut retrouver Dans tous les sites de visite et les offices de tourisme. Merci beaucoup Laetitia d'avoir été C'est avec nous. nous, de nous avoir présenté toutes ces richesses du patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la semaine pour ce panorama. Merci à l'Hôtel des Tréshommes qui nous a accueillis ici à Annecy. Merci également à la Compagnie des Bateaux qui nous a emmenés sur le Cygne un petit peu plus tôt. Merci à Manon et Marie de la rédaction et à Joanne et Fanny pour la réalisation et le cadre durant cette émission. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur 8 Mont Blanc.